Sous chaque forêt tchèque fait rage une guerre dont vous ne savez rien. Des millions de soldats, d'esclaves, des fermes de matières vivantes et des ponts construits à partir de leur propre corps. Une espèce de fourmi vole les enfants de ses ennemis et les élève comme main-d'œuvre. Et la chose la plus étrange, tout cela se passe en ce moment même, peut-être à quelques mètres de chez vous. Mais attendez d'entendre ce qu'elles font pendant les inondations. Juste sous vos pieds existe une civilisation. Elle a 130 millions d'années. Elle a survécu aux dinosaures, aux âges glaciaires et à 5 extinctions de masse. Si vous mettiez tous ses habitants sur une balance, ils surpasseraient l'humanité entière. Et pourtant, aucun d'eux ne sait quoi faire ensuite, car ils n'ont aucun commandant. Ils construisent des villes qui s'étendent à plusieurs mètres de profondeur dans la terre. Ils mènent des guerres, prennent des esclaves, élèvent des animaux et cultivent des champignons. Ils savent soigner les blessés et réprimer les révoltes internes. Ils se sacrifient pour leur colonie sans hésitation, dans un silence parfait, sans la moindre hésitation. Et tout cela, des créatures plus petites que l'ongle du petit doigt le font. Un jour, je me suis arrêté au milieu d'un sentier dans un parc, et j'ai passé quelques minutes à observer des fourmis tirer quelque chose vers l'entrée invisible de leur nid. Les passants se retournèrent sur moi, mais je ne pouvais tout simplement pas partir. Il se passait là quelque chose qui ne me semblait pas logique, trop coordonné, trop précis, trop rationnel pour être accompli par des créatures sans cerveau, comme la plupart d'entre nous se les imaginent. Aujourd'hui, nous allons descendre ensemble dans leur monde, un monde qui existait bien avant nous et qui, très probablement, nous survivra. Bienvenue dans l'empire secret des fourmis. Commençons par une question qui a mis les scientifiques en difficulté pendant des siècles. Qu'est-ce qu'une fourmilière en réalité ? Est-ce simplement un groupe d'insectes vivant ensemble ou est-ce un seul organisme composé de milliers de corps séparés ? À première vue, la réponse est claire. Évidemment, un groupe d'insectes. Nous voyons les fourmis individuellement. Chacune se déplace de son côté, chacune porte quelque chose, chacune se dirige quelque part. Donc chacune est un organisme à part entière. Mais attention, voici la première surprise. Prenez une seule fourmi et isolez-la de la colonie et elle ne survivra pas longtemps. Même si vous la nourrissez, lui donnez de l'eau, lui assurez des conditions idéales, quelque chose disparaîtra quand même. Elle commencera à se déplacer de façon chaotique, perdra la capacité d'accomplir ses fonctions normales et mourra en quelques jours. Une fourmi seule est comme une cellule arrachée d'un corps. Elle n'est pas viable seule. Les scientifiques appellent ce phénomène « superorganisme ». Cela sonne comme de la science-fiction, mais c'est un concept absolument réel et reconnu en biologie. Le superorganisme signifie qu'un groupe d'individus est si étroitement interconnecté qu'il commence à se comporter comme un seul organisme vivant, cohérent et complet. Une colonie de fourmis respire comme un organisme, se reproduit comme un organisme, réagit aux menaces comme un organisme. Elle dirige immédiatement et de manière coordonnée les ressources exactement là où elles sont nécessaires. Lorsque vous endommagez une section du nid, les constructeurs s'y précipitent immédiatement et commencent les réparations. Lorsqu'une nouvelle source de nourriture apparaît, une chaîne de cueilleuses s'étend vers elle. Lorsqu'un intrus pénètre dans la colonie, l'alarme est donnée et les soldats accourent. Et savez-vous ce qui est le plus étrange ? Personne ne donne ses ordres. Il n'y a pas d'état-major, pas de général, pas de réunion, même primitive. Chaque fourmi réagit exclusivement à ce qu'elle perçoit immédiatement dans son environnement à cet instant, et pourtant ensemble, elles créent une intelligence qui fonctionne avec une précision stupéfiante. Il y a encore quelque chose concernant le superorganisme que les scientifiques ont découvert relativement récemment. Les colonies de fourmis sont capables de prise de décision collective, et ces décisions sont souvent optimales. Lorsqu'une colonie de fourmis coupeuses de feuilles doit choisir entre plusieurs itinéraires vers une nouvelle source de nourriture, les premiers explorateurs partent et tracent quelques chemins d'essai. Ensuite, le système vote par phéromones. Plus il y a de fourmis qui empruntent un itinéraire, plus son odeur est forte, plus d'autres fourmis le choisissent. Au final, c'est le chemin le plus court et le plus facile qui l'emporte, non pas parce que quelqu'un l'aurait consciemment choisi, mais parce que sur un chemin plus court, les fourmis parviennent à aller plus souvent et plus vite et renforcent ainsi sa trace plus intensément. Optimisation mathématique sans mathématiques. Ce principe, appelé algorithme de colonie de fourmis, est aujourd'hui activement utilisé en programmation. Les ingénieurs l'ont copié pour résoudre des problèmes de routage, de planification logistique et d'optimisation de réseaux. Des insectes de quelques millimètres, existant depuis 130 millions d'années,
ont suggéré aux informaticiens du XXIe siècle comment tracer plus efficacement les chemins d'Internet. Honnêtement, quand j'ai lu ça pour la première fois, je n'arrivais pas à y croire pendant longtemps. Un algorithme inspiré des fourmis. Ça ressemble à une blague, mais c'est la pure vérité que vous pouvez vérifier dans n'importe quel manuel de mathématiques discrète. Les fourmis démontrent également ce que les scientifiques appellent la mémoire collective. Une fourmi individuelle ne vit que quelques semaines, mais la colonie se souvient des emplacements des ressources, des itinéraires efficaces et même des résultats des rencontres précédentes avec les colonies voisines, grâce à des marquages phéromonaux qui s'accumulent dans l'environnement pendant des années entières. La mémoire du système dans son ensemble dépasse significativement la mémoire de n'importe lequel de ces éléments individuels. Nous arrivons ainsi à une architecture de l'intelligence fondamentalement différente de celle que nous connaissons. Notre raison réside dans un seul organe, le cerveau. La raison d'une colonie de fourmis est distribuée sur 1 million de corps et sur des traces chimiques dans l'espace. Aucun point unique n'est critique. Éliminez n'importe quel 10% des individus et le système continuera à fonctionner sans problème. Éliminez 10% des neurones du cerveau humain et les conséquences seront catastrophiques. Je dois admettre que lorsque j'ai vraiment pénétré cette pensée, j'étais en état de choc. J'ai dû lire plusieurs sources, car cette information renverse tout ce que vous aviez l'habitude de croire sur ces petites bestioles sous vos pieds. Un biologiste de l'Institut Smithsonian de Washington, l'une des institutions scientifiques les plus respectées au monde, administre une collection qui conserve des échantillons de milliers d'espèces de fourmis. Selon les dernières données, les scientifiques connaissent environ 14 000 espèces de fourmis, et la grande majorité d'entre elles est très peu ou pas du tout étudiée. 14 000 espèces. Par comparaison, toutes les espèces de mammifères sur la planète sont environ 6 000, les oiseaux environ 10 000. Les fourmis sont plus diversifiées que les deux réunies. Elles vivent littéralement partout, dans les forêts tropicales et la toundra arctique, dans les déserts et les appartements urbains, sur les crêtes montagneuses et profondément sous terre. Exception faite de l'Antarctique et de quelques îles isolées. Ailleurs, c'est leur monde. Quant au nombre, là aussi la comparaison avec quoi que ce soit d'autre est extrêmement difficile. Les estimations des scientifiques varient, mais tous s'accordent sur un point. Le nombre de fourmis sur la planète se mesure en dizaines de quadrillions. À chaque être humain sur Terre correspondent des centaines de millions de fourmis. Avez-vous jamais pensé à ce qui se passe, en ce moment même, sous vos pieds ? Quelque part là en bas, à quelques centimètres de la surface, se déroule toute une civilisation dont vous n'avez aucune idée. Regardez par exemple les fourmis légionnaires d'Amérique centrale. Leur colonie compte quelques millions d'individus. Quand elles se déplacent dans la forêt tropicale, elles ne ressemblent pas à un essaim d'insectes. Elles ressemblent plutôt à un seul animal énorme et affamé qui coule sur les feuilles et les racines. Elles ont leur avant-garde, leur flanc, leur arrière-garde, elles cherchent de la nourriture, réagissent aux obstacles, changent de direction, tout à la fois et parfaitement coordonné. Tout ce qui est vivant leur cède le passage, ou sera détruit et mangé. Les oiseaux suivent la colonne en marche depuis les airs, mais pas pour attaquer les fourmis. Ce serait un suicide. Ils ramassent ce qui s'envole en panique depuis le feuillage devant le front qui avance, criquets, chenilles, scarabées, tout s'élève dans les airs pour tenter d'échapper et se retrouve immédiatement dans l'assiette des oiseaux. Les fourmis légionnaires, sans le savoir, nourrissent des dizaines d'espèces d'oiseaux. La vie autour d'elles a construit tout un système enchevêtré de relations. Et c'est exactement ce que signifie le super-organisme en action, pas simplement un groupe, mais un être vivant qui change le monde autour de lui. Les fourmis sont apparues sur Terre il y a environ 130 millions d'années. Les dinosaures arpentaient encore la planète. Les plantes à fleurs existaient à peine. Et dans ce monde vivait un petit insecte hadar qui a pris une décision essentielle, rester proche des autres semblables plutôt que de chasser seul. Car les fourmis sont, en essence, des guêpes. Si vous regardez l'arbre de l'évolution, les fourmis se trouvent à l'intérieur du groupe des guêpes hadar. Il y a environ 130 millions d'années, les ancêtres des fourmis se sont séparés et ont progressivement perdu les ailes des ouvrières, acquis des glandes chimiques spéciales et liées pour toujours leur destin à la vie coloniale. L'une des espèces les plus primitives existant encore aujourd'hui est la fourmi-balle de pistolet. Énorme pour une fourmi, elle mesure environ 2 cm. Si vous la regardez attentivement, elle ressemble à une guêpe. Même forme du corps, même mandibule puissante, même dard. Et ce dard est vraiment extraordinairement efficace. La piqûre de la fourmi balle de pistolet compte parmi les plus douloureuses du monde des insectes.
Certains peuples amazoniens l'utilisent même dans les rituels d'initiation. Un jeune homme enfile un gant rempli de fourmis balles de pistolet vivantes et doit résister. Mais malgré sa force, la fourmi balle de pistolet vit dans des colonies relativement petites où chaque ouvrière peut chasser de façon indépendante. C'est une phase précoce du développement du comportement colonial. Regardez-la et vous verrez à quoi ressemblait la première ébauche rudimentaire de la fourmi il y a 100 millions d'années. Qu'est-ce qui les a poussés à s'associer de plus en plus étroitement? L'avantage. Une seule guêpe est impuissante face à la plupart des prédateurs et des concurrents. Une colonie de 1000 individus, c'est une toute autre histoire. Une colonie d'1 million d'individus est une calamité naturelle. La nature a testé les deux approches. Le mode colonial a gagné, mais la victoire a exigé un immense sacrifice. Presque toutes les ouvrières des fourmis sont des femelles, les filles de la reine. Elles ne seront jamais mères. Elles ne peuvent pas s'accoupler. Elles ne peuvent pas fonder leur propre colonie. Toute leur vie est un travail ininterrompu jusqu'au dernier jour, au nom du système. Comment la nature a-t-elle obtenu un tel niveau d'abnégation? Par la génétique. Chez les fourmis fonctionne un système spécial d'hérédité grâce auquel les ouvrières sœurs sont génétiquement plus proches les unes des autres que ne l'est une mère avec sa propre fille chez la plupart des autres animaux. En aidant la colonie à survivre et à se reproduire, une ouvrière aide en réalité ses propres gènes qui se retrouvent chez ses sœurs. L'évolution a trouvé une astuce brillante. Elle a dirigé l'égoïsme biologique au service du collectif. Et c'est le fondement sur lequel repose toute la civilisation des fourmis. La structure du corps de la fourmi constitue un chapitre à part qui mérite d'être analysé en détail car c'est un instrument parfaitement adapté à la vie coloniale. Le corps est composé de 3 segments, tête, thorax et abdomen. Sur la tête se trouvent de grands yeux à facettes qui détectent bien le mouvement, même si l'image n'est pas très nette. Les 2 antennes sont le principal organe sensoriel, par elles la fourmi perçoit l'odeur, le goût, la température, l'humidité et même le toucher. Si vous enleviez ces antennes à une fourmi, elle serait pratiquement aveugle et sourde face à son monde chimique. Les mandibules sont multifonctionnelles au-delà de toute imagination. Le même outil sert à capturer des proies, aux travaux de construction, au transport des œufs et des larves, à la défense du nid et à la communication par vibration. Chez les castes militaires, ce sont des armes tranchantes pour tuer. Chez les ouvrières coupeuses de feuilles, ce sont des instruments capables de découper des cercles dans les feuilles avec la précision de ciseaux. Les fourmis n'ont pas de système circulatoire au sens où nous l'entendons. Il est remplacé par un vaisseau dorsal qui pompe à travers le corps un liquide incolore, l'hémolymie, l'hémolymphe. Celle-ci assure le métabolisme mais ne transporte pas l'oxygène. Pour cela, les fourmis ont leur propre système respiratoire. De petites ouvertures le long des côtés du corps permettent à l'air de pénétrer dans un réseau ramifié de trachées qui parcourt tout le corps. L'abdomen de la fourmi se contracte en permanence, ces contractions pompant l'air à travers les trachées comme des petits soufflets. Chez de nombreuses espèces de fourmis, il existe 2 estomacs. Le premier est ordinaire, destiné à la digestion personnelle. Le second est le jabot social qui sert à stocker la nourriture sous une forme prédigérée. Le contenu du jabot peut être régurgité par une fourmi directement dans la bouche d'une autre. Ce processus s'appelle la trophalaxie. C'est ainsi que la nourriture est distribuée dans toute la colonie, de celles qui l'ont collectée vers celles qui ne peuvent pas sortir, vers les nourrices, vers la reine, vers les jeunes ouvrières. Mais la trophalaxie ne concerne pas seulement la nutrition. Les phéromones y sont transmises. L'ouvrière qui rentre de l'extérieur transmet lors du nourrissage des informations chimiques sur le monde extérieur à chacune qu'elle nourrit. De l'odeur de la plante dont elle a pris de la nourriture, l'odeur du danger rencontré en chemin, l'odeur d'une nourriture abondante. Un seul repas partagé et des centaines de fourmis ont une image actualisée du monde. Voyons maintenant comment naît un empire. Comment à partir de rien, d'une seule créature, d'un seul trou dans la terre, pousse une ville pour 1 million d'habitants. Juin, journée ensoleillée. Il fait chaud depuis le matin, le vent s'est calmé. Au-dessus des prairies et des lisières de forêt, des créatures étranges sortent soudainement des fourmilières, ailées. Elles sont plus grandes que les ouvrières ordinaires et visiblement agitées. Ce sont les jeunes reines et les mâles. Le jour du vol nuptial est arrivé. Ce qui est stupéfiant, c'est à quel point cela se passe de façon synchronisée. Toutes les colonies d'une espèce dans une zone donnée libèrent leurs individus ailés à peu près le même jour, sans aucune concertation préalable. Seulement la météo,
la bonne température, la bonne humidité, la bonne longueur du jour, et les phéromones, le signal chimique dans l'air, le moment est venu. La raison de cette synchronisation tient à la survie. Si toutes les colonies libèrent leurs individus zélés simultanément, les prédateurs ne parviennent tout simplement pas à les capturer tous. Trop de proies à la fois, la majorité survit et remplit sa fonction. La jeune reine s'envole. À 30 à 100 mètres, au-dessus du sol, les mâles volent derrière elle. Elle n'a qu'une seule journée, une seule chance dans toute sa vie. Dans les airs a lieu l'accouplement avec plusieurs mâles successivement. Dans un organe spécial, la spermathèque, des millions de spermatozoïdes sont transférés, ils y seront conservés vivants pendant des décennies entières. Un seul vol nuptial et l'affaire est réglée une fois pour toutes. Les mâles meurent ensuite. Leur mission était accomplie. Ils n'ont vécu que pour cet unique moment. La jeune reine descend, trouve un endroit approprié, atterrit sur le sol, et là se passe quelque chose qui, à première vue, peut sembler inquiétant. Elle arrache ses propres ailes, calmement, méthodiquement, l'une après l'autre. Elle n'aura plus jamais besoin d'elles, ne volera plus jamais, mais elles ne sont pas seulement un fardeau, elles sont un réservoir de nutriments. Les muscles spéciaux qui actionnèrent les ailes serviront désormais de source d'énergie pour les premiers œufs. La nature ne gaspille pas les ressources. Ensuite, la reine trouve un endroit approprié. De la terre meuble, un peu d'ombre. Elle commence à creuser. Une petite chambre, l'entrée bouchée, obscurité, silence, solitude. Devant elle se trouvent les semaines les plus difficiles de sa vie. Elle pond les premiers œufs. Elle nourrit les premières larves avec ce que sécrètent les glandes de son propre corps. Elle-même ne mange rien. Il n'y a pas de nourriture dehors, pas de cueilleuse. Elle vit sur ses réserves de graisse et l'énergie obtenue en décomposant les muscles des ailes retirées. Elle se consume littéralement pour donner naissance à sa descendance. Personnellement, dans toute l'histoire des fourmis, c'est ce moment qui m'a touché le plus profondément. Regardez-la, la future maîtresse d'un empire. Seule dans une chambre d'argile, dans l'obscurité totale, sans nourriture, sans aide, sans aucune garantie. Il y a quelque chose de profondément humain dans tout cela, ou peut-être que c'est quelque chose qui nous rend semblables à elle. Les premières ouvrières écloses sont minuscules, significativement plus petites que la norme. On les appelle les minimes. Elles doivent commencer à travailler immédiatement, car la reine est déjà à bout de force. Elles élargissent la galerie, cherchent de la nourriture, prennent soin de la prochaine série d'œufs. Et maintenant, la reine peut pondre des œufs normalement, à pleine capacité, sans restriction. La génération suivante d'ouvrières est déjà plus grande. Quelques semaines plus tard, encore plus grande. La colonie commence à croître, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Diverses spécialisations apparaissent. Personne n'attribue de rôle à personne. La spécialisation émerge d'elle-même, guidée par des signaux chimiques. Le système s'organise tout seul. En quelques années, la petite galerie devient un réseau ramifié de tunnels et de chambres. Ce n'est plus seulement un abri, c'est une ville entière. L'organisation intérieure de la fourmilière est fascinante par sa logique d'ingénierie. C'est une construction avec une ventilation bien pensée, des puits spéciaux assurent la circulation de l'air avec régulation de la température. Les jours chauds, les ouvrières ferment les entrées supérieures, la nuit, elles les ouvrent. Le système de drainage est conçu de sorte que l'eau de pluie n'inonde pas les chambres intérieures. Les larves et les nymphes se trouvent dans des chambres séparées à température optimale. Les nourrices, des ouvrières spécialisées qui s'occupent exclusivement du couvain, les déplacent plusieurs fois par jour, plus près de la surface quand la chaleur est nécessaire, plus profondément quand il fait trop chaud. Si l'humidité augmente, les nourrices retirent l'enveloppe des nymphes pour prévenir l'infection par les moisissures. Les réserves de nourriture sont stockées dans des chambres séparées, les déchets sont transportés dans des chambres spéciales en périphérie. Les individus morts ne sont jamais laissés à l'intérieur. Leur signal chimique change après la mort et les autres fourmis transportent immédiatement le corps dehors. Dans l'endroit le plus protégé du nid vit la reine. Elle ressemble aux ouvrières, mais est significativement plus grande avec un abdomen plus volumineux. Elle ne dirige rien. Son rôle est de produire des dizaines d'œufs par jour, des centaines de milliers au cours de toute sa vie. La reine ne quitte jamais le nid. Tout le monde extérieur n'existe pour elle qu'à travers les phéromones que les ouvrières apportent sur leur corps. Mais à l'intérieur de ce système apparemment parfait, les conflits couvent sans cesse. Les ouvrières sont des femelles et théoriquement capables de pondre des œufs non fécondés. Parfois l'une d'elles essaie. C'est une violation directe du contrat colonial. Nous avons pris l'habitude de croire que la civilisation est notre invention. La société complexe, la division du travail, le commerce,
les guerres pour le territoire. Mais si vous regardez attentivement les fourmis, vous comprendrez. Nous ne sommes pas les premiers. Nous sommes simplement très bruyants. Sous nos villes, sous nos routes, sous nos champs et nos parcs, existe une autre civilisation. Elle est silencieuse, ne construit pas de gratte-ciel et ne lance pas de fusées, mais elle a survécu à tout ce que la planète lui a lancé pendant 130 millions d'années et fonctionne chaque jour sous chacun de nos pas. La Terre que nous avons héritée a été mise en ordre bien avant nous par les fourmis, et elle le sera très probablement encore longtemps après que nous ne serons plus là. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. À la prochaine fois.